Bon, je vous propose de démarrer parce qu'on a tous des emplois du temps qui sont assez chargés et donc je vous propose de démarrer en constatant que l'immense majorité des membres est présent. J'ai différents pouvoirs qui seront peut-être utilisables en fonction de l'évolution des choses. Je vous propose d'accepter, si Madame de Vara accepte d'être secrétaire de séance, elle sera assistée de Monsieur Christophe Rioual. Notre ordre du jour comprend 15 points et je vous propose de voter la procédure d'urgence qui est pour. Je vous remercie. Ça nous permet d'accueillir un mémoire supplémentaire que rapportera Monsieur Rib, qui nous est parvenu avec un peu de retard, celui qui est dédié au cinéma d'art et d'essai de notre arrondissement. Donc je pense que les cinémas valent qu'on les accueille, même dans l'urgence, et ça nous permettra d'avoir ce mémoire tout à l'heure. Donc, je vous propose, mes chers collègues, de voter l'adoption de l'extrait de délibération de notre dernière séance, comme dirait Eddie Mitchell, auquel je souhaite des vœux de prompt rétablissement, car apparemment il connaît des problèmes de santé, mais ça peut concerner chacun d'entre nous. Donc, notre dernière séance s'est tenue le mardi 28 janvier 2025. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, c'est d'adopter. Nous aurons deux vœux. Un vœu qui est présenté par Madame Hervieux et Monsieur Comet relatif au centre d'accueil de crise. Un vœu que je présente avec la majorité municipale relatif à la pose d'une plaque en hommage à Michel Déon au 4 rue Férou. Et je précise que nous avons eu l'accord de la copropriété pour la poser si ensuite le conseil d'arrondissement puis le conseil de Paris qui sera saisi adopte cette délibération. Et je vous propose donc de démarrer nos travaux, effectivement, en proposant à Monsieur Pasleg de rapporter la DAC 218. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, je vais vous proposer de voter en faveur d'une subvention de 18 000 € au profit de l'association Circé, qui est l'association qui organise, comme chaque année, le marché de la poésie, qui est l'un des événements qui s'inscrit dans le cadre de la foire Saint-Sulpice, qui aura lieu au mois de juin. Ce sera donc la 42e édition. L'année dernière, pour vous donner une idée, mais vous le savez déjà, mais je vous le rappellerai, ce marché de la poésie accueille près de 500 éditeurs ou revues de poésie ou de création littéraire, et 30 000 visiteurs environ y participent chaque année. Alors comme justement chaque année, le délégué général de l'association, Vincent Gimeno, donc dédie ce marché à donc un certain nombre de poètes, et cette année ce sera donc des poètes palestiniens qui seront présents pendant les 5 jours du marché. Et à cette occasion, pour terminer, je rappellerai que ce marché non seulement présente des éditeurs, des poètes, etc., mais organise aussi des lectures, des tables rondes et des remises de prix. Donc je vous suggère, je vous demande de bien vouloir approuver une subvention de 18 000 € donc en fait au marché de la poésie via l'association Circé. Merci Monsieur le maire adjoint. S'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de voter, mes chers collègues. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, c'est le marché de la poésie. Est-ce que vous avez non, vous portez le pouvoir de Monsieur Comet? Voilà. Donc, je le dis pour Monsieur Rioual et je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Rib qui va rapporter sur la DAC 346. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit de voter un certain nombre de subventions pour un montant total de 900 000 €. Il s'agit d'un certain nombre de salles de cinéma parisiennes qui font le délice des cinéphiles. Et parmi ces salles, il y en a 6 qui nous intéressent dans le 6e arrondissement.
Donc je pense que vous les connaissez. Il s'agit du Saint-André-des-Arts, des Trois Luxembourg, de l'Arlequin, du Nouvel-Odéon et du Lucernaire. Alors, j'ai regardé les comptes qui sont présentés. Ce sont des subventions de fonctionnement assorties d'une convention, bien évidemment. L'objet de la convention, c'est de continuer à assurer une programmation de qualité. Je pense que c'est le cas pour l'ensemble de ces salles. La part de la subvention n'excède pas, d'après ce que j'ai cru voir, 4,5%. Pour certaines salles, c'est de 2%. Il faut rappeler quand même que ces salles ne subsistent que grâce aux subventions, compte tenu de la qualité de leur programmation. Le 6e arrondissement est très attaché à ces salles de cinéma qui constituent une des richesses. Alors autant nous sommes parfois réticents pour les tournages intempestifs, quand ils sont trop envahissants, autant nous sommes très attachés au cinéma de qualité. C'est la raison pour laquelle je vous propose de voter favorablement pour cette subvention globale de 900 000 euros pour les salles de cinéma parisiennes en général et pour les 6 salles du 6e arrondissement en particulier. Merci beaucoup pour ce mémoire qui traduit la continuité de la politique parisienne en soutien au cinéma, quels que soient les maires qui se sont succédés à la tête de la capitale, et c'est une très bonne chose. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Voilà, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Iris Berthomier qui va rapporter sur le plan biodiversité 2025-2030 de notre belle ville. Merci Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, la délibération qui nous est proposée concerne l'adoption du plan biodiversité 2025-2030, un document qui est à la fois très ambitieux et qui va nécessiter notre vigilance. La ville de Paris recèle une biodiversité extraordinaire et méconnue. Entre 2010 et 2020, pas moins de 2800 espèces sauvages ont été recensées. 831 espèces de plantes et 1640 espèces animales. Notre ville n'est pas un désert urbain, mais un écosystème vivant et complexe où cohabitent renards, hérons, hérissons, faucons, nous en avons dans le 6e, chauves-souris et même des méduses. Ça, je ne sais pas si nous en avons dans le 6e. Parmi ceux-là, on retrouve également 54 espèces menacées de disparition, dont des animaux et des plantes, et 104 espèces qui font l'objet de mesures de protection, dont des animaux et des plantes également. À l'échelle mondiale, on connaît la 6e grande crise d'extinction des espèces. Un quart des mammifères, un tiers des amphibiens et un 8e des oiseaux et des plantes sont menacés de disparition. Or, en 2050, 75% de la population mondiale sera citadine. Donc, la qualité de la biodiversité urbaine est intrinsèquement liée à la qualité du cadre de vie des habitantes et des habitants du quartier et à leur santé, sujet qui m'est cher. Or, à Paris, donc, nous avons des plans biodiversité depuis 2011. Entre 2018 et 2024, le dernier plan, il y avait 30 actions mises en œuvre. Et aujourd'hui, le plan qui nous est présenté pour les 5 prochaines années, y compris celle-ci, comprend 5 focus et 3 axes dont je vous passe le détail parce que c'est assez épais, mais globalement ressortent les points suivants: la création de 500 mètres de haies par arrondissement, la réintroduction de la biodiversité sur les berges de la Seine, l'aménagement de 360 nouvelles cours oasis et rendre 30% du territoire parisien perméable d'ici 2030. Alors, ce qui est très positif, c'est l'idée que la préservation de la biodiversité doit être prise en compte de façon transversale dans les politiques publiques et les marchés publics de la ville. Justement, c'est une idée, un concept, et comment concrètement cela va-t-il être mis en œuvre ? D'abord, on note l'absence de plan de financement détaillé. Si les intentions sont louables, les aspects économiques demeurent malheureusement flous. Quel sera le coût global du projet ? Comment sera-t-il financé sur les 5 prochaines années ? Quels seront précisément ses impacts économiques ? Ensuite, il y a les incertitudes opérationnelles. Il y a 84 projets localisés, dont 5 dans le 6e arrondissement.
mais les modalités concrètes de mise en œuvre demeurent imprécises. Quels obstacles techniques devrons-nous surmonter? Parmi les 5 projets, je vous les cite parce qu'ils nous concernent directement: la végétalisation de la rue Jacques-Callot, la végétalisation de la rue de Tournon, la rue aux Écoles, rue Littré, l'ouverture et la restructuration des jardins du 110 rue de Vaugirard et l'ouverture et l'animation d'un jardin au 85 rue de Vaugirard. Comment garantirons-nous la continuité écologique et comment seront traitées les haies urbaines qui risquent d'être fragmentées? Enfin, des enjeux essentiels demeurent insuffisamment traités, notamment la gestion de l'eau en période de sécheresse, la problématique de la prolifération des rats, l'absence de hiérarchisation claire entre les actions. Un point positif mérite d'être souligné dans ce plan, c'est la volonté de privilégier les espèces locales résilientes, illustrée par le récent guide des essences végétales. Je vais proposer une abstention sur ce projet de délibération qui n'est pas un désaveu, mais un appel à la précision. Ce plan présente une opportunité formidable de réinventer notre rapport à la nature urbaine. La biodiversité n'est pas un luxe, mais une nécessité pour les villes de demain. Pour être véritablement transformateur, le plan devra être affiné, ses modalités précisées et faire l'objet d'une évaluation continue et rigoureuse. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Iris Berthemier. Effectivement, on pourrait être tenté de le voter, mais c'est vrai, moi comme vous, je m'abstiendrai. Pourquoi? Parce que c'est un plan très ambitieux et c'est bien d'avoir de l'ambition. J'ai appris qu'il y avait même des méduses que nous pouvions protéger et je suis très attaché aux méduses. Il y a aussi des méduses d'ailleurs de la DPMP qui nous permettent également de repérer les bruits intempestifs dans certaines rues animées, mais il faut aussi être cohérent. Il faut être cohérent. Alors, je ne prendrai pas l'exemple des opérations qui ont été retenues dans le 6e arrondissement et qui se réaliseront. Il y a de bons côtés. D'ailleurs, je voulais le signaler pour ceux qui sont intéressés, comme moi, comme Chantal Lambert-Burins, comme Madame la députée, le petit jardin à l'angle de la rue Littré et la rue de Vaugirard va se faire. Il y a eu un coup d'accélérateur grâce à la DFPE. Ça, c'est très très bien. Grâce à un monsieur Buffet, que j'ai reconnu, qui n'est pas le sénateur, mais qui est un autre monsieur Buffet, et j'allais dire un autre Buffet, qui a pris les choses en main et qui a réussi à coordonner les directions, la direction, la DLH, la DU. Donc, c'est bien, c'est parfait. C'est très très bien. Pour la rue Littré, c'est plus compliqué, mais on y arrivera. Et puis le 110, les travaux sont partis, ça sera à l'arrivée quelque chose de très chouette. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je prends l'exemple, regardez, je prends l'exemple du tournage. Je prends l'exemple du tournage qui a eu lieu sur la place Saint-Sulpice, un tournage américain avec de très très gros moyens. J'avais fait part de mon avis défavorable, considérant que on m'avait vendu que les tournages devaient évoluer à Paris, qu'on devait avoir moins de camions, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, manque de chance dans cette production américaine, qui pourtant peut utiliser beaucoup d'intelligence artificielle. Des tournages étaient prévus sur les tours de Saint-Sulpice, et qu'est-ce qu'il y avait sur les tours de Saint-Sulpice, que j'avais d'ailleurs totalement oublié? Il y avait des faucons, une espace protégé. Donc la Ligue de protection des oiseaux, qui est très attentive aux oiseaux, s'est manifestée, et la police de l'environnement, la fameuse police de l'environnement dont on parle beaucoup par ailleurs et qui désespère certains agriculteurs, est intervenue, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est intervenu sur les toits de Saint-Sulpice, le tournage a été arrêté et les faucons ont été protégés. D'autant plus, pourquoi la Ligue de protection des oiseaux? Parce que c'était la période de nidification, ce que j'ai appris. Donc c'est un couple de faucons et c'était donc très important. Et effectivement, des faucons pèlerins qui se reproduisent. Donc vous voyez, ça a d'ailleurs fait tout un... beaucoup de radios et de télévisions en ont parlé, ça a changé d'autres sujets, tant mieux d'ailleurs, parfait. Mais vous voyez, il faut être cohérent. On ne peut pas, dans ce cas-là, faire des bouquins, des rapports de 100 pages, et puis ne pas être attentif. Les tournages
Évidemment qu'on est pour les tournages, on est pour le cinéma. Pour que les salles de cinéma fonctionnent, il faut qu'elles projettent des films. Mais après, les films, on peut peut-être aussi les gérer. Il y a des studios de cinéma, il y a de l'intelligence artificielle. Maintenant, on n'est pas forcé de tout faire en extérieur. La reconstitution d'une église comme Saint-Sulpice en 3D, ça se fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je peux peut-être même d'ailleurs la faire à partir de mon portable. Donc, de grâce, soyons un peu intelligents et soyons cohérents dans nos actions, notamment à partir du moment où il y a des espaces et des lieux de diversité qui sont parfaitement connus. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Après, j'arrête. Hein. C'est pas de la morale, c'est simplement un souci de cohérence à partir du moment où certaines personnes, que je ne citerai pas, sont quelquefois des professeurs de morale. Donc, c'est bien de rappeler qu'il faut rester humble, mais essayer d'être cohérent dans son action. Voilà, j'étais un peu long, mais les faucons pèlerins de la tour nord de Saint-Sulpice le méritaient. Je vous donne la parole si vous souhaitez la prendre, sinon je vous propose de voter. Ça vous va? Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Qui vote pour? Avec le pouvoir de M. Comet. Donc, la délibération est adoptée. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Florence de Vara pour la DEV 2. Mise à disposition de compétences. Je vous laisse le dire. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, alors justement, cette délibération est un peu la suite logique, on va dire. Ça porte sur justement les espaces verts. Alors, cette délibération porte sur le renouvellement pour 3 ans de la convention entre la Ville de Paris pour sa direction justement des espaces verts et de l'environnement, la DEV, et l'établissement public Paris Musée. Cette convention permet à la DEV d'intervenir dans les jardins de Paris Musée pour un entretien horticole et arboricole. Et dans le 6e, elle concerne le musée Zetkin. Donc, c'est assez rapide comme délibération. Je vous remercie de bien vouloir approuver cette convention et d'autoriser la mairie de Paris à la signer. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Ariel Bocan sur le contrat jeunesse du 6e arrondissement. Oui, monsieur le maire, merci. Chers collègues, la ville de Paris nous a demandé d'établir dans chaque arrondissement des contrats jeunesse qui permettent de définir et de formaliser les orientations stratégiques que la ville veut mener dans les arrondissements. Pour établir ce premier contrat dans le 6e arrondissement, nous avons mené une concertation avec les professionnels de la jeunesse et diffusé un questionnaire auprès des jeunes. Pour rappel, 20% de la population du 6e a entre 16 et 25 ans et les étudiants représentent 82% de ces jeunes. Et enfin, 30% vivent chez leurs parents dans le 6e arrondissement. Pour les 3 prochaines années, les axes prioritaires qui seront traités sont recenser et favoriser l'accès aux ressources, alors que ce soit de la santé, de la sécurité, de la culture et du sport, pour faciliter l'autonomie des jeunes. Axe 2, soutenir l'engagement et le pouvoir d'agir des jeunes. Axe 3, favoriser l'interconnaissance des jeunes et des professionnels de la jeunesse. Pour ces raisons, je vous remercie de voter favorablement la signature de ce contrat jeunesse du 6e arrondissement. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, c'était un gros travail. Bon, c'est aussi un document qu'il faudra, qui récapitule l'ensemble des actions, des mesures qui peuvent être mises en œuvre avec les différents acteurs jeunesse qui existent sur le territoire, notamment le centre Richard White que vous connaissez tous. À nous de suivre et de faire en sorte que ça fonctionne. Hein, parce que je m'applique à moi-même la remarque que j'ai faite sur le plan biodiversité. Je m'applique à moi-même et à nous-mêmes. Donc ensuite, il faut faire vivre ces contrats. On adore en France signer des documents, des protocoles, et après, quelquefois les oublier. Donc il faudra en tout cas le faire. Hein, voilà. Si vous n'avez pas... Madame Hervieux.
Oui, merci Monsieur le maire. Simplement une petite recommandation, mais c'est de votre entière compétence. J'ai vu que ça se faisait dans d'autres arrondissements, puisqu'un des axes est donc soutenir l'engagement citoyen. J'exprime une recommandation sur le fait de faire participer, peut-être que ça s'est fait dans le 6e, mais je ne l'ai pas encore vu, des jeunes, notamment des parcours, qui sont dans des parcours scolaires ou dans nos écoles, en fait, et nos collèges-lycées du 6e, lors des temps de commémoration, pour leur proposer, par exemple, de lire des textes. Je sais que ça s'est fait, par exemple, dans le 14e arrondissement, et les élèves sont toujours, et d'ailleurs toute la communauté enseignante sont toujours preneurs de ce type de projet, et ça peut être une idée de les faire participer au moment de commémoration. Voilà. C'est évidemment vous, Monsieur le maire, qui décidez. Je vais peut-être compléter, Monsieur Peslac qui m'a également demandé la parole. Allez-y. Voilà. Oui, alors pour les écoles, on l'a fait pendant des très longues années. Et le problème, c'est que les écoles ne veulent plus participer parce que c'est sur leur temps scolaire et c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, on l'a fait, mais vraiment pendant 6-8 ans, et maintenant, on n'arrive plus à mobiliser les directeurs d'école et les professeurs. En fait. Alors, Charles Faubert va intervenir. Il y a aussi une autre difficulté, c'est que moi, j'estime qu'on doit respecter les dates. Donc, je fais ça, je respecte les jours fériés. Donc là, ça pose une première difficulté. On a certaines mairies d'arrondissement qui font le 8 mai, le 7 mai, etc., etc. Hein, donc, il y a aussi voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors Charles Faubert et puis après Monsieur Peslac. Oui, juste, je partage tout à fait votre position. Le fait que les élèves participent à des commémorations extrêmement positives, parce qu'effectivement, ils sont demandeurs, nos anciens sont demandeurs aussi, et c'est quelque chose de très positif. Alors si on a peut-être du mal à le faire sur le temps scolaire, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement réfléchir, mais pour des élèves plus jeunes, sur des temps, je pense effectivement à des temps qui ne sont pas des temps scolaires en tant que tels, mais des temps périscolaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à éventuellement pouvoir faire rentrer ça dans un temps périscolaire éventuellement, j'émets une idée. Hein. Comme a dit le maire, le jour de la commémoration, c'est le jour de la commémoration. Et en fait, quand c'est un jour férié, les enfants ne viennent pas. Et quand c'est un jour scolaire, on n'arrive pas à faire venir les enfants. Alors, on va essayer de réfléchir, on va essayer de remettre l'ouvrage sur le métier. Il faut le faire régulièrement. Monsieur Peslac. Oui, pour revenir au contrat jeunesse, je voulais dire que nous avions anticipé, puisque nous avons créé il y a quelques années le Festival Culture Jeune, avec justement le Centre Paris Anime, avec le Conservatoire et avec l'école alsacienne. Donc au contraire, moi je trouve que c'est très important d'avoir pu signer ce contrat et je m'en satisfais beaucoup. Pose de voter peut-être, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, il faut le voter. On pouvait se demander, mais on nous a dit il faut le voter. Donc il est adopté et je vous propose de passer à la DLH 81 sur lequel je vais rapporter rapidement en vous proposant, ça peut peut-être paraître étonnant à certains membres de la majorité, un vote favorable. Pourquoi je vote favorablement pour ce dossier? Parce qu'on nous propose sur cet immeuble du 155 rue de Rennes, il a été acheté par la ville. Là, c'est la mise en œuvre, un bail amphithéotique, etc., etc. Mais c'est une parcelle qui a un R+1 commercial, dans lequel on peut construire véritablement 18 logements. 18 logements. C'est donc quelque chose de très bien. Moi, je ne suis pas du tout contre la construction de logements sociaux. En revanche, si vous voulez, je continue à penser que l'achat du 39 boulevard du Montparnasse par cette même RIVP, où nous avons acheté un immeuble de 8 appartements tous occupés, c'est absurde, si vous voulez. C'est absurde. Alors, soit peut-être qu'un jour les gens mourront ou quitteront leur appartement et ça donnera une réserve de logements sociaux, mais c'est quelque chose qui va demander du temps. Or là, on a la possibilité, effectivement, dans cet petit immeuble qui est situé au niveau... C'est un ancien magasin Koukaï. Je vois que Charles Faubert achetait des vêtements chez Koukaï. Et face à la rue Blaise-Desgoffes, à côté du parking Indigo, presque face à la FNAC, c'est effectivement
un petit immeuble, c'est une dent creuse, ce qu'on appelle une dent creuse, et qui en plus n'était plus utilisée depuis un certain temps. Ça n'a d'ailleurs pas été acheté très cher par la ville et c'est confié à la RIVP. D'ailleurs, ça m'amènera à ne pas voter, puisque en tant qu'administrateur de la RIVP, je dois me déporter. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Alors après, on verra, parce que ça ne va pas être construit tout de suite. Il faudra que ces logements soient réservés, moi je le souhaite, à ceux et celles qui travaillent pour les Parisiennes et les Parisiens, pour qu'on ait ensuite, qu'on récupère, qu'on arrive à loger, par exemple, des auxiliaires de puéricultrices ou peut-être des employés de la propreté, etc., etc. Hein ? Donc voilà, je voulais vous proposer de voter comme ça. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein, donc, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de voter. Alors, qui ne prend pas part au vote, moi-même, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, c'est adopté à la majorité et je vous en remercie. Alors, un mot rapide sur la DLH 106, ça concerne les meublés de tourisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est une modification. On est tous pour souhaiter légiférer, réglementer les meublés de tourisme, qui effectivement sont une chose qui contribue malheureusement à rendre plus difficile la location d'appartements privés. Ça assèche le marché privé de la location, qui est d'ailleurs également asséché par les préemptions de la ville de Paris. Donc là, on souhaite réglementer, durcir encore le règlement de conversion des commerces en meublés de tourisme. Et en vertu du PLU, on nous propose effectivement de réduire encore ces possibilités-là, en visant d'ailleurs, on n'est pas vraiment concerné, mais les secteurs sauvegardés du Marais et du PSMV du 7e arrondissement. Donc je vous propose de voter favorablement, même si les commerces sont en difficulté, même si les commerces peuvent être éventuellement transformés, comme vous l'avez vu, en locaux pour les professions libérales, mais là, en meublé de tourisme, je pense qu'effectivement, je pense qu'il ne faut pas le permettre, sinon ça rend surtout pas. Ensuite, vous savez que souvent les locaux annexes sont en sous-sol. Enfin bon, ça permet des dérives qui sont pas acceptables. Donc voilà, si vous êtes d'accord, murmure d'approbation. Voilà, je vous remercie. Et je donne la parole à Paul Maria dans le domaine financier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. La délibération que nous examinons à présent porte sur une autorisation donnée à la Ville de Paris de souscrire une nouvelle garantie d'emprunt pour la régie de la Ville de Paris. Donc, je pense que les mêmes contraintes vont s'appliquer. Dans laquelle, donc, la Ville demande un financement de programme additionnel d'un montant de 70 millions d'euros pour le financement de 2 programmes immobiliers situés rue Vidal de la Blache et rue Maurice Berthaud et aussi rue Stanislas Meunier. Donc ces engagements correspondent à la poursuite du programme de construction de logements sociaux de la ville, qu'elle confie donc à la RIVP. Je pense qu'indépendamment de ce que l'on pense de la politique de logement social, cette demande de garantie de la ville peut être l'occasion de rappeler quel est l'état d'endettement de la ville, qui reste quand même, d'après la Cour des comptes, aux alentours de 8 milliards d'euros pour l'année prochaine, et que ce type d'engagement, même s'il est sous forme de garantie déléguée à la RIVP, nous rappelle que cette politique dépensière se poursuit. Et donc c'est pour cette raison, mes chers collègues, je vous propose de vous abstenir de voter cette délibération. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote ? Je ne prends pas part au vote parce que je suis touché par le déport. Je me déporte, donc. Qui s'abstient ? Qui vote ? Alors, qui s'abstient ? Chantal Barburins, Paul Maria, Florence de Vara. Qui vote contre ? Monsieur Flaubert et Monsieur Ribes. Et qui vote pour ? Voilà. C'est un peu un melting pot. Alors là, j'ai perdu mon latin. On arrive à quoi ?
3 contre et 2 pour. Alors, attendez, on va recommencer. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Monsieur Maria, Madame Lambert-Burins, Madame de Vara. Qui vote contre? Monsieur Ribes, Monsieur Paslec, 3 et Monsieur Flaubert. Voilà. Et qui vote pour? Ah, c'est bon. C'est donc adopté. Madame Hervieux, Madame Kiss, Madame Bocan, la procuration de Monsieur Comet, Madame Berthomier et Madame de Sévrac. Madame de Comprignac, pardon. Excusez-moi. Ça fleure bon la Dordogne. Bien, nous continuons. Donc la délibération est adoptée. Après, de toute façon, c'est une délibération qui repasse au Conseil de Paris pour ceux qui auraient oublié. Donc on peut se faire plaisir dans les conseils d'arrondissement. Il ne faut pas s'en priver dans certains cas. Maintenant, nous passons à la DPE 8 et je vais donner la parole à la première adjointe. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. On a parlé de biodiversité. Maintenant, je vous propose de parler de déchets, ou tout au moins le fait d'essayer de les réduire. Alors, pour arriver à réduire de 100 000 tonnes la production annuelle de déchets d'ici 2030, la ville de Paris a entrepris un certain nombre d'actions à travers l'animation de la démarche territoire zéro déchet. Ces démarches territoire zéro déchet sont pilotées par chaque mairie d'arrondissement, avec l'appui bien sûr des services de la propreté et de l'eau, et sur un périmètre de leur choix, du choix de chaque mairie. Alors la démarche se fait de façon suivante, assez traditionnelle, c'est-à-dire à partir d'un diagnostic de territoire. La démarche est assez traditionnelle puisqu'il s'agit de voir tout un volant d'actions, de sensibilisation, d'information des habitants et des commerçants, d'ajustement des équipements de collecte et de tri, de participation à des événements, de démonstrations, d'ateliers, l'attention des jeunes, des familles et des commerçants. Tout ce pan de communication, sensibilisation qui est effectivement important à entreprendre. Alors ainsi, il y a 12 territoires zéro déchet dans 10 arrondissements qui ont vu le jour. Pour ce qui concerne le 6e arrondissement, c'est l'association Zéro Waste Paris, encore de l'anglicisme, qui intervient aussi dans le 19e arrondissement, qui a repris la conduite de ce territoire zéro déchet sur la rue de Littré depuis 2024 et qui a monté des partenariats avec le conseil de quartier et le Forum 104 ainsi que le collège de la rue de Littré. Opération intéressante aussi, c'est d'avoir sensibilisé l'école Ferrandi, qui, comme vous le savez tous, c'est l'école hôtelière qui se trouve dans la rue éponyme. Donc en 2025, l'association Zéro Waste vient de développer encore la sensibilisation des jeunes publics et des commerçants encore, en élargissant sa zone d'intervention vers le collège Saint-Louis, vers le lycée Saint-Nicolas, vers les crèches et les haltes garderies également. Alors, pour ce faire, la ville de Paris nous demande de voter une subvention globale de 199 620 €, sachant que j'ai ignoré tout ce qui se passait dans les autres arrondissements et que je me suis attachée simplement à ce qui se passait dans le 6e, pour lequel la subvention est de 16 120 €. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de toutes ces actions de sensibilisation sont intéressantes, elles sont louables, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de sensibiliser, de resensibiliser les gens. Bon, cela étant, je trouve que c'est intéressant de continuer à le faire et je vous propose d'avoir un avis favorable sur cette subvention générale de 199 620 € avec une participation pour le 6e, enfin une subvention de 16 120 €. Oui, on avait une première association qui avait un peu eu du mal à, je dirais, sensibiliser, mais là on est quand même sur un territoire, et notamment dans la rue Littré, où on a des résidents, un hôtel, des commerçants, des commerces de bouche, on a un groupe scolaire et des crèches qui représentent à peu près 500 enfants et des familles correspondantes. On a l'école Ferrandi avec laquelle les partenariats ont été noués. Alors après,
On est dans un monde, vous le savez, on est tous très occupés. Les familles qui restent sont très occupées, s'occupent de leurs enfants, etc., etc. Mais on ne peut pas être contre le fait, effectivement, d'action, d'information, qui d'ailleurs s'adresse à toutes les couches de la société, dans un monde qui est celui que nous connaissons. Autant certaines actions peuvent être critiquables ou considérées comme je dirais, subalternes, là c'est quand même une bonne chose. Et vous avez vu d'ailleurs que par ailleurs, on a déployé dans le secteur également des conteneurs supplémentaires de récupération des biodéchets. Donc c'est plutôt tout ça va plutôt dans le bon sens. Après, c'est toujours la même chose. Vous avez des gens qui m'écrivent après en me disant si vous pouvez mettre la poubelle de biodéchets ailleurs, c'est au mieux. Et je ne vous parle pas des Trilib, mais là c'est simplement de l'information. Donc je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de voter. Madame Hervieux. Simplement, merci Monsieur le maire pour dire un mot sur le travail de ces associations. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une démarche centralisée, une vraie volonté politique au sein de la ville de Paris pour améliorer les choses de ce point de vue. Et on a aussi, de façon déconcentrée, des citoyens qui se saisissent de cette question, même si vous l'avez dit, Madame Lambert-Burin, ce sont des transitions qui prennent du temps. Mais moi, je veux profiter quand même de ce temps, puis sur cette délibération, pour saluer le travail notamment des conseils de quartier qui sont très investis sur ces questions de zéro déchet, de tri, de recyclage, puisqu'on a Madame Robert et Monsieur Puyot qui sont dans le public aujourd'hui. J'en profite pour saluer leur action dans ce sens, ainsi que celle de ma collègue Madame Kiss, puisque voilà, on est tous attelés, chacun à notre niveau, à essayer d'améliorer les choses. Et en réalité, les choses bougent, y compris dans le 6e. Et ces transitions, on sait qu'elles prennent du temps, mais moi j'ai confiance dans la capacité des citoyens de prendre conscience de l'importance que ça a pour les générations à venir et pour notre quotidien. Donc je veux saluer le travail des conseils de quartier. Il faut continuer à les encourager, et celui des associations également. Je vous remercie. D'ailleurs, je partage votre avis. Les conseils du quartier du 6e sont particulièrement suivis et sont particulièrement encouragés par la mairie d'arrondissement, ce qui n'est pas le cas de toutes les mairies d'arrondissement. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous retrouvons une unanimité autour du territoire zéro déchet. Magnifique. Donc nous passons aux vœux. Est-ce que vous voulez intervenir rapidement, Madame Hervieux, dans la mesure où j'interviendrai après vous pour vous proposer j'allais dire une motion. Non, c'est pas une motion de synthèse. On n'est pas ni une motion de censure. Merci Monsieur le maire, rapidement. Pour expliquer donc ce vœu relatif à la conservation du centre d'accueil et de crise psychiatrique au 17 rue Garancière. En fait, c'est un centre qui est dédié à l'accueil psychiatrique, des urgences psychiatriques pour les habitants du 5e et du 6e arrondissement. C'est un centre qui a été délocalisé dans le cadre des travaux qui ont eu lieu au sein du GHU, et aujourd'hui ce centre n'existe plus. En réalité, il n'est jamais revenu suite aux travaux, et il nous semblait important, et d'ailleurs je précise que un vœu similaire a été adopté à l'unanimité hier au conseil d'arrondissement du 5e arrondissement, parce que nous entendons préserver finalement ces structures de proximité. Dans l'accueil en santé mentale, on sait que c'est fondamental, il y a besoin de liens de confiance, ce sont vraiment des structures qui sont territorialisées. Aujourd'hui, c'est le GHU qui l'a aspiré en quelque sorte. Alors au-delà de la situation professionnelle des personnes qui travaillaient dans ce centre d'accueil et de crise, moi je me place vraiment du point de vue de l'usager, et je pense que dans le 6e, on n'en a pas pléthore des établissements qui font de l'accueil en santé mentale de proximité, donc il faut les défendre. Je rappelle qu'il y a 25% des Français qui passent par un trouble dépressif, léger ou majeur, donc 25% sur un collège comme le nôtre, ça représente au moins 3 personnes, et quelque chose me dit que c'est plus que ça. Et donc, puisque la santé mentale est une grande cause, voilà, je pense que c'est tout à fait à propos que nous puissions parler d'une voix unie sur cette question pour préserver ce centre d'accueil de crise qui a sa spécificité, qui mérite vraiment d'être maintenu rue Garancière. Et donc, j'espère trouver un avis favorable dans ce conseil ce soir pour qu'on puisse porter cette voix ensemble, et qui sait faire remonter ce vœu au Conseil de Paris pour qu'on puisse en échanger avec les autorités compétentes.
Merci, ma chère collègue. Alors, moi, je vais vous proposer aussi je pense qu'on peut le voter à l'unanimité, mais il faut légèrement le modifier, ce qu'on avait déjà fait sur des vœux précédents, puisqu'en réalité, je crois que vous n'avez pas pu assister, sans doute en raison des travaux de l'Assemblée, au SICA qui s'est déroulé sur la santé mentale, qui était un excellent SICA, qui nous a d'ailleurs conforté dans effectivement les conséquences notamment de la gestion de la crise sanitaire, qui est une gestion très difficile, mais en même temps très lourde et très invasive pour beaucoup de nos concitoyens. Une santé mentale, un appareil de lutte contre la santé mentale, un système de soins qui était déjà affaibli au cours des dernières années, comme l'hôpital d'ailleurs, et qui a été bien sûr encore plus affaibli par les conséquences de la crise sanitaire, et qui a mis, vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de nos concitoyens, les plus âgés et aussi beaucoup de jeunes, dans des situations excessivement difficiles. Donc, j'ai bien connu moi-même le docteur Amado, qui est à l'origine de ce centre de crise, qui a fonctionné pendant des années, qui a l'avantage d'être effectivement un petit centre de soins qui permet d'accueillir des personnes qui ont des troubles de nature différente, mais en général plutôt légers. On peut y dormir, on peut y trouver des soins de suite, et on peut effectivement, dans ce cas-là, ne pas aller au centre Sainte-Anne situé rue Cabanis, qui est un grand hôpital, dont le nom, d'ailleurs, le nom lui-même devrait peut-être un jour évoluer, parce que c'est un nom qui est un peu lourd pour certains de nos concitoyens. C'est un nom un peu lourd. Et effectivement, il y a beaucoup d'articles dans la presse récemment qui disaient que des structures comme celle de la rue Garancière, on devrait les multiplier. Donc, alors, il n'a fermé que parce qu'il a fermé temporairement. Les locaux existent, ils sont en très bon état, ils méritent, là il va y avoir un petit coup de propreté, mais ils n'ont fermé que parce que ce centre de crise se trouvait, comme la crèche Garancière et comme le gymnase du même nom, dans le deuxième immeuble du Sénat, qui a été covidé lui aussi pendant la crise sanitaire, dont les travaux de redémarrage ont été très lents, et qui va nous amener à récupérer d'ailleurs la salle de sport au mois d'avril. L'entrée du centre de crise et de la salle de sport est en commune. La porte verte que vous voyez au 16 rue Garancière et 17 rue Garancière est commune au centre de crise et à sa salle de sport. Il faut rentrer, vous avez à droite la salle, oui c'est à droite, c'est pas en bas, c'est à droite le centre de crise et en bas la salle de sport. Donc à partir de cette fin du mois d'avril, il restera opérationnel, mais avec Sainte-Anne et avec l'équipe de direction, on peut la précédente comme l'actuelle et peut-être la future, on peut tout craindre. Et vous avez eu raison de rappeler qu'effectivement, sous l'égide du docteur Triantafilou, surnommé Raspoutine par certains, mais on a été jusqu'à imaginer mettre dans le 15e arrondissement, dans des locaux d'ailleurs qui appartenaient à la SEM Paris-Seine, un centre unique, mes chers collègues, qui aurait effectivement, pour la totalité de la population du 5e, du 6e, du 7e, et du 16e arrondissement, alors je ne sais pas le 16e arrondissement, mais oui, c'est de l'autre côté, puisqu'on est sur les quais André Citroën, c'est-à-dire quasiment 300 000 personnes, un centre théoriquement ultramoderne. Mais on nous fermait Garancière, et ce même docteur a longtemps dit que d'ailleurs le centre du 5e, rue des Fossés Saint-Jacques, devait fermer lui aussi. Après, on s'est aperçu que c'était ou un rêve, ou une affabulation, je ne sais pas, s'agissant ou un cauchemar. Lui était peut-être un... Oui, c'est ça que vous voulez dire? Non, enfin bon, bref, on a nagé dans l'absurdité la plus totale. Donc là, on revient maintenant avec des gens plus sensés. Ce centre de crise va rouvrir, il va rouvrir, et donc ce vœu va dans le bon sens. Mais je vous propose une légère modification. Considérant le fait que le centre d'accueil de crise rue Garancière a répondu pendant des années aux habitants des 5e et 6e arrondissements en diminuant le nombre d'hospitalisations, considérant que la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025 par les gouvernements de Michel Barnier, puis réitérée par le gouvernement de François Bayrou,
Concernant les mobilisations des usagers, on est tout à fait d'accord. Pour ces motifs, le conseil d'arrondissement, sur la proposition initiale de François Comet et Céline Hervieux, et sur proposition de Jean-Pierre Lecoq et de la majorité municipale, émet le vœu que rouvre dès que possible, et avant l'été au plus tard, le centre d'accueil et de crise Ginette Amado, tous les autres considérants, on les garde, qui accueille depuis des années des patients des 5e et 6e arrondissements, et parmi eux, une population jeune importante. Et j'ai mis exprès population jeune, et non pas étudiante, pour que des jeunes qui ne soient pas étudiants soient refusés par les médecins. Vous voyez, c'est quelque chose que, d'ailleurs, dans le préambule, et là je parle sous le contrôle d'Iris Berthomier, qui a bien organisé avec moi et avec Guillaume Godet ce SICA sur la santé mentale, on avait réitéré d'emblée, effectivement, notre volonté de voir cet équipement, qui est un équipement très original, que nous sommes quasiment seuls à avoir, qui soit effectivement, soit pas sabordé, qui soit pas fermé, que les équipes ne soient pas dispersées et qu'on conserve un équipement de proximité. Et le SICA l'a permis. J'ai rencontré le directeur du GHU et le nouveau docteur Bizac, et ce vœu va dans le bon sens, Mais tant mieux, parce que les élus du 5e et 6e arrondissement, dans toutes leurs composantes, sont bien mobilisés. L'adjointe chargée de la santé avait peut-être d'autres préoccupations, elle a été un peu plus molle du genou, mais bon, elle avait peut-être des difficultés à appréhender ce problème. Donc, ceci étant, avec ces modifications, je vous propose de le voter. Et vous voyez, c'est presque mieux que ce qui a été voté dans le 5e, mais nous ne faisons pas de compétition. Donc, si vous en êtes d'accord avec ces modifications, qui ne prend pas part au vœu, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, à l'unanimité, et je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ribes, qui va rapporter sur une plaque en hommage à Michel Déon. Merci, Monsieur le maire. Une fois n'est pas coutume, c'est un vœu qui émane du conseil d'arrondissement et qui est relatif à l'écrivain Édouard Michel, plus connu sous son pseudonyme de Michel Déon, qui a habité dans le 6e, au 4 de la rue Férou. Donc je vous lis le vœu, pour que les choses soient bien claires. Considérant le parcours de l'écrivain Michel Déon, membre de l'Académie française, né à Paris le 4 août 1919, mort à Galway en Irlande le 28 décembre 2016, considérant son enfance et sa jeunesse passée entre Paris où il fit ses études de droit, considérant sa participation aux différents journaux ou revues comme Paris Match, Marie-Claire, les Nouvelles Littéraires ou encore le Journal du Dimanche, considérant son œuvre littéraire, alors je ne vous cite pas les livres, il est l'auteur de 40 ouvrages, mais il y en a un qui n'est pas cité, qui est intéressant. C'est un ouvrage un peu leste où il prend le pseudonyme de Michel Férou. Ça s'appelle Plaisir. Un ouvrage un peu leste, mais enfin ça montre son attachement à la rue Férou. Considérant les nombreux liens de Michel Déon avec le 6e arrondissement, à travers les grandes maisons d'édition comme la Table Ronde, le roman Légion de la Nuit qui décrit Saint-Germain-des-Prés des années 50, le 4 rue Férou, où il vécut de nombreuses années avec sa famille, considérant qu'il n'existe à Paris aucun lieu honorant la mémoire de Michel Déon, sur proposition de sa fille Alice Déon, le conseiller d'arrondissement émet le vœu que la ville de Paris mette en valeur le parcours exceptionnel de Michel Déon par le biais d'une plaque commémorative au 4 rue Férou, dans le 6e arrondissement. Alors, Michel Déon, incontestablement, est un très grand écrivain. Il est l'auteur de plus de 40 ouvrages. Je pense que tout le monde le connaît. Il a illustré la langue française. Il était membre de l'Académie, donc au fauteuil numéro 8. Je pense que ce vœu qui émane du conseil d'arrondissement devrait faire l'unanimité. Alors, d'aucuns diront oui, il a eu un parcours un peu compliqué. Il a été, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'on peut situer dans le mouvement nationaliste, comme beaucoup de gens de cette époque. Mais je ne sais pas quelle a été l'évolution de sa pensée entre sa prime jeunesse, où effectivement il a été secrétaire de rédaction à Action française, et puis l'âge mûr, l'âge de la maturité, où il a écrit ses plus grands ouvrages. Pour ma part, je retiens essentiellement que c'est un très grand écrivain,
Et j'espère que ce vœu obtiendra bien évidemment l'unanimité à ce conseil d'arrondissement. Je dois quand même rappeler qu'il y a eu une polémique au moment de sa mort. Il est mort, je crois, le 28 décembre 2016, et malheureusement, il y avait eu une réticence, je crois, pour lui accorder une sépulture à Paris, ce qui était un petit peu dommage, puisqu'on lui reprochait ses prises de position. Je rappelle que Robert Brasillac, qui a été fusillé, a eu droit à une sépulture au cimetière de Charonne. C'est un petit peu dommage qu'il y ait eu cette polémique en 2016-2018. Si d'aventure cette polémique devait être rallumée, ce que je n'espère pas, au Conseil de Paris, j'ai pris ce matin le temps de passer quelques coups de fil pour savoir quelle était la position de mes collègues auteurs par rapport à Michel Déon. Je crois que tout le monde partage mon point de vue, et effectivement, il y aurait encore, comme il y a eu en 2018, certainement des réactions du monde de la littérature. Voilà, je vous propose donc de voter favorablement pour Michel Déon, sachant d'ailleurs que sa fille Alice Déon, qui est une de nos grandes éditrices, et la copropriété du 4 de la rue Férou partagent bien évidemment ma position. Des demandes de prise de parole. Je vous remercie, cher Claude Rip, pour cette présentation très exhaustive. Madame Hervieux. Oui, merci, monsieur le maire. Quelques mots pour expliquer mon vote. Donc moi, je voterai contre ce vœu. Malheureusement, même si je ne conteste pas évidemment le parcours de monsieur Déon, je dois être honnête, moi j'ai été alertée sur ce vœu par mon collègue François Commet. Moi je ne connaissais pas bien Michel Déon, donc j'ai découvert, je me suis renseignée. Donc quelques petites choses, simplement pour expliquer d'abord que Laurence Patrice, donc qui est l'adjointe à la mémoire, n'a pas donné de consigne de vote sur ce vœu. Elle a parlé un petit peu de l'historique et du passif qu'il y avait eu, vous l'avez évoqué, avec la maire de Paris qui avait refusé en effet une sépulture, donc je ne reviens pas là-dessus, je ne veux pas polémiquer, c'était le choix de la maire de Paris à ce moment-là. Simplement, donc peut-être visiblement vous avez une nouvelle information sur la copropriété, parce que moi j'avais eu l'information qu'elles avaient donné déjà un refus sur une autre plaque, et donc il était peu vraisemblable qu'ils donnent leur accord sur une nouvelle plaque. Mais au-delà de ça, sur le fond, moi je ne peux pas voter pour ce vœu, malgré le parcours d'écrivain qui est sans doute incontestable. Il y a quand même des éléments et des faits dans notre histoire qui font que quand on appose une plaque en hommage au parcours de quelqu'un, on ne peut pas évincer certains pans de la vie de cette personne qui ne le résument pas dans son entièreté, mais qui sont quand même extrêmement importants au regard de notre histoire nationale. Donc on parle d'un monsieur qui a été secrétaire de rédaction à l'Action française auprès de Charles Maurras, qui a adhéré justement à l'association des Amis de Brasillac en 1950, donc qui a été, comme vous l'avez dit, fusillé pour collaboration. Donc ça, c'est dans les années 50. Entre 60 et 62, il collabore à Défense de l'Occident, et son nom figure dans le comité de patronage. Donc on est quand même là sur, ce ne sont pas simplement des dérapages de jeunesse. Vous voyez, c'est quand même à mon regard plus grave que cela. Et je ne dis pas qu'il faut jeter l'opprobre évidemment sur ce monsieur qui est décédé et qui a un parcours sans doute par ailleurs qui peut être intéressant, mais quand on appose une plaque en hommage à quelqu'un, au vu de notre histoire collective, ce sont des éléments dont moi je ne peux pas faire fi quand je prends ma décision, et donc c'est pourquoi je vais voter contre ce vœu d'un hommage à ce monsieur Michel Déon. Répondre. Écoutez, je me félicite de vos arguments qui sont tout à fait défendables, qui en plus dénotent un degré de perfection morale que j'ai longtemps cherché à atteindre. J'ai longtemps espéré être de gauche, mais je n'y suis pas parvenu, et malheureusement, compte tenu de mon âge, je crois qu'il y a peu de chances que j'y parvienne. En ce qui concerne Michel Déon, il était d'extrême droite, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, c'est une position qu'il a exprimée avec une certaine ardeur dans sa jeunesse. Je pense qu'il n'a pas renoncé à ses idées, comme d'ailleurs d'autres qui étaient dans cette mouvance nationaliste. Je rappelle qu'à l'époque de l'existentialisme, il y a eu une école un peu opposée,
qui était l'école des hussards. Donc il faudrait mettre dans cette école des gens comme Blondin, comme Laurent, et comme d'autres, et comme Limier, bien sûr. Et il faut, je pense, prendre un peu de hauteur et ne pas mêler des considérations politiques quand il s'agit de littérature. Parce que là, je crois que c'est Paul Morand qui l'a dit, dès que la politique s'en mêle, ça n'est plus de la littérature. Alors, je trouve que les arguments que vous évoquez, à la limite que vous vous absteniez, je peux comprendre, mais que vous votiez contre la position d'une plaque pour un écrivain qui fait l'unanimité, je trouve cela un peu mesquin. Je me permets de vous le dire. Effectivement, ça s'inscrit, d'autant plus qu'il est enterré dans l'arrondissement dont vous êtes l'élu. Et je trouve que c'est une façon de rallumer une polémique qui, à mon avis, n'a pas grandi la maire de Paris. Alors, c'est un peu, d'ailleurs, un service que je vous rends, parce que vous comprenez bien que s'il devait y avoir débat au Conseil de Paris, moi je n'ai pas la chance d'y être élu, comme vous, mais s'il devait y avoir un débat, je pense que c'est un débat qui ne passerait pas inaperçu. Donc, libre à vous, bien sûr, de voter contre. Moi, je voterai pour, et je trouve que le fait de signaler que quelqu'un a eu des opinions d'extrême droite n'est pas suffisant pour lui refuser une plaque. Voilà. Brasillac a été fusillé. Moi, je pense que c'était une erreur de le fusiller. Il a eu droit, lui, comme je crois que je l'ai dit, à une sépulture à Paris, ce qui lui a été refusé par Madame Hidalgo, ce qui a été refusé à Déon par Madame Hidalgo. Bon, je ne crois pas que Michel Déon ait exprimé des sentiments antisémites ou contraires à la République. Il s'est engagé, il n'était pas obligé, en 1940 au 152e régiment d'infanterie pour défendre son pays, c'est ce qu'il a fait pendant 2 ans. Je ne crois pas qu'il ait été frappé ni d'indignité nationale, ni de poursuite à la libération. On a parfaitement le droit, tout le monde ne veut pas être de gauche, hein, on a parfaitement le droit d'avoir des opinions différentes. Des gens d'extrême droite, il y en a eu, même au Parti socialiste, à commencer par François Mitterrand, qui était décoré de la Francisque, comme d'ailleurs Maurras, en 1943. Donc, ces considérations politiques me paraissent parfaitement déplacées, et de toute façon, cette plaque, elle se fera, polémique ou pas. Sur ce, alors c'est toujours un sujet difficile que de revenir sur l'histoire de France, qui est par définition complexe. Je rappelle simplement que la résistance a réuni ceux qui refusaient l'occupation de notre pays, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et que effectivement ceux qui ont été les plus actifs dans la collaboration étaient plutôt effectivement des personnes qui étaient de la droite ainsi que qui venaient du Parti socialiste de l'époque, mais je ne caricature pas du tout. Donc, et que Renouvin, par exemple, pour revenir au 6e arrondissement, Jacques et Mireille Renouvin, qui ont eu une plaque qui leur est dédiée juste derrière la mairie, à l'angle de la rue, face au cinéma L'Arlequin, à l'angle de la rue Cassette et de la rue de Rennes, lui était de droite extrême, alors je ne sais pas si c'était extrême, disons de droite royaliste, et effectivement déporté. Il n'est pas revenu des camps, et d'ailleurs son fils, il y a quelques années plus tard, a été le candidat de la nouvelle Action française à la présidentielle de 1900. Je ne me rappelle plus si c'est 81 ou 74. Voilà. Donc après, l'Action française n'est pas, c'est un mouvement effectivement Maurras, c'est un mouvement nationaliste. On peut le considérer quelques décennies après comme l'extrême droite, mais l'extrême droite, c'est un mot qui est galvaudé, d'ailleurs comme l'extrême gauche. Ce sont des mots qui sont utilisés actuellement dans les médias pour discréditer des adversaires. Alors on essaie de discréditer. Mélenchon est taxé d'extrême gauche par d'ailleurs ses anciens amis, et l'extrême droite est servie, je dirais, constamment. Il y a des moments où je me dis, est-ce que, parce que je partage des idées sur certaines régions du monde ou sur certains problèmes, si on ne me qualifierait pas d'extrême droite, et puis d'autre côté, je serais peut-être d'extrême gauche, puis à certains moments au centre. Bon, donc après, on arrive toujours à se recentrer par rapport à quelqu'un. Voilà. Donc, mais bon,
c'est un débat, on a le droit d'avoir un débat, c'est bien qu'on débatte un peu autour de ces figures. Comme l'a dit Claude Ribes, effectivement, ça va monter au Conseil de Paris. Si ce n'est pas accepté au Conseil de Paris, on fera une cérémonie dans l'arrondissement avec la fille de Michel Delon. Et si la copropriété est d'accord, je pense qu'elle l'est. Mais vous savez, en matière de copropriété, qui sont des villages gaulois par définition, on peut toujours quelquefois avoir des surprises. Mais je pense que c'est en tout cas quand même un écrivain, membre de l'Académie française, qui mérite quand même effectivement une reconnaissance au-delà des idées qu'il a pu exprimer à certains moments de sa vie qui a été assez longue. Madame de Comprignac. Merci, monsieur le maire. Juste un tout petit mot. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait. Moi, j'ai envie de m'extraire du débat politique, parce que ce qu'on retient quand même aujourd'hui de Michel Delon, ce qu'on doit retenir, me semble-t-il, c'est son œuvre littéraire. Et on peut toujours refaire l'histoire 80 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Ce qui reste de lui aujourd'hui, c'est sa période à l'Académie française et c'est son œuvre littéraire. Donc c'est pour ça que je voterai ce vœu. Alors, qui ne prend pas part au vote? Vous pouvez ne pas prendre part au vote. Il y a 4 possibilités. C'est souvent oublié, d'ailleurs, vous avez les conseils d'administration auxquels vous assistez. Non, mais je blague, mais je fais de lui. Qui s'abstient? Qui vote contre? Avec le pouvoir de M. Comet, peut-être. Voilà. Et qui vote pour? La délibération est adoptée à la majorité. Mes chers collègues, je voulais vous remercier pour votre présence. Le prochain conseil d'arrondissement se déroulera le 20 mai, c'est un mardi, et je donne la parole à Madame Hervieux qui veut peut-être évoquer une affaire diverse. Oui, tout à fait, j'ai 3 points rapides, monsieur le maire, je vous promets, je fais vite. Pour alerter quand même, d'abord dire un mot sur les fermetures de classes qui vont se jouer dans notre arrondissement. Je sais que Madame Beaucamp, vous êtes bien au fait. Moi, je suis sollicitée régulièrement par des parents d'élèves, notamment là sur Littré, mais pas uniquement. Donc il y a eu Jardinet, Saint-André-des-Arts, qui n'est pas concerné cette année, mais en fait, on a quand même une problématique sur ces fermetures de classes. Donc moi, je veux le dire, il faut vraiment qu'on s'oppose. Et là, franchement, c'est transpartisan. Pour protéger notre modèle éducatif public à Paris. Et vous savez qu'on est très touché dans le 6e avec une concurrence forte du privé, mais en réalité c'est le cas partout dans Paris. Simplement pour dire que dans la logique comptable du ministère, on a des fermetures sur tout le territoire national. Paris concentre 40% des fermetures de classes. Donc moi je l'ai dit à l'ancien recteur, il faut que je rencontre maintenant la nouvelle, c'est à lui aussi et à son académie de défendre la qualité de l'accueil de l'éducation publique à Paris. Donc jusqu'à maintenant le 6e était plus ou moins préservé, mais vous voyez que ça commence, et moi je vous le dis, il faut qu'on soit extrêmement mobilisés. Il y a le CDEN qui a eu lieu là récemment, donc les fermetures ont été actées. Ça pose un vrai sujet. On sait qu'il y a l'enjeu de baisse de la démographie, on en a déjà parlé dans ce conseil d'arrondissement, mais moi je mets vraiment une alerte et j'espère qu'on pourra être tous ensemble par rapport à l'année prochaine, parce que je sens que vu la tendance qui est en train de s'inscrire, on va être comme ça sur la pente descendante dans les années qui vont arriver. Donc je nous invite toutes et tous à nous mobiliser, à participer aux actions de mobilisation, la communauté éducative, les parents d'élèves, les élus, tout le monde doit être raccord face au ministère, face au rectorat, pour dire que nous voulons maintenir un niveau d'éducation publique de bonne qualité, et ça passe par moins d'effectifs par classe, et ça passe donc par arrêter le fait de fermer systématiquement des classes chaque année, puisque de fait, le rectorat dit que ça n'aura pas d'impact sur les effectifs dans les classes, ça finira mathématiquement par en avoir. Donc c'est un vrai problème. Quand on veut défendre l'école publique à Paris, il faut qu'on s'y oppose. Premier point. Deuxième point, rapidement, sur la Grande Chaumière, j'ai eu à nouveau une alerte aujourd'hui. On en a souvent parlé. Cet atelier, vous savez, très, très actif, qui fait vraiment partie de notre patrimoine immatériel. Vous savez que c'est cet investisseur étranger donc, qui a pris possession des lieux. Visiblement, là, il a résilié le bail du libraire qui était là depuis 40 ans, qui est en train de liquider en catastrophe son stock. Les ateliers, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'atelier. Donc, moi, je vous alerte de nouveau, et avec, à travers moi, évidemment, mon collègue François Comet,
Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on a déposé des vœux en conseil d'arrondissement. Maintenant, on en est au point où, en fait, on se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on signe un courrier commun, monsieur le maire, à la ministre de la Culture pour l'alerter sur cette situation? Voilà. Et dernier point. Signer tous les courriers du monde, mais je vous réponds. On se mobilise devant, je sais pas, on va peut-être organiser une mobilisation devant les ateliers avec d'autres collectifs d'artistes, parce que des associations, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Mais je sais bien qu'il y a des questions juridiques et de propriété qui sont compliquées, mais voilà, il faut pas lâcher, c'est notre rôle. Donc voilà, je compte sur vous. Et troisième point, je dis un mot très rapide sur une proposition de loi qui est examinée actuellement et qui nous concerne toutes et tous en qualité d'élus locaux sur la loi PLM. Paris-Lyon-Marseille. Donc, peut-être on y reviendra dans le cadre du conseil d'arrondissement plus tard, mais moi, je veux le dire très formellement ici. Je suis parfaitement opposée, et c'est le cas d'ailleurs de mon autre collègue député parisien et de l'ensemble d'ailleurs des élus Paris en commun, PS, enfin, en tout cas PS, Paris en commun de la ville de Paris, contre ce projet de loi, cette proposition de loi qui arrive à un moment aberrant, à 1 an des élections municipales. On a là en face de nous des gens qui veulent distinguer les élus du Conseil de Paris et les élus du Conseil d'arrondissement. Donc, en plus, ça n'est ni fait ni à faire. On ne sait pas ce qu'on nous propose. Ça a été écrit, cette réforme, sur un coin de table entre 3 personnes issues d'un accord malhonnête, il faut le dire, pardon, je vais être un peu frontale, entre le Premier ministre François Bayrou et Rachida Dati, avec des accords de couloir qui ne sont pas à la hauteur sur un enjeu démocratique et de représentativité qui est majeur pour les Parisiens. Et je ne veux pas être trop longue, mais je pense que c'est important qu'on ait ce débat parce qu'on est directement concerné. Bien sûr qu'on peut améliorer la représentativité de nos conseils municipaux. On est dans une ville qui évolue avec des tailles d'arrondissement qui évoluent et il y a sans doute des choses à améliorer, y compris même dans la compréhension des citoyens, que les citoyens ont de notre conseil municipal, de ses compétences, du rapport avec la ville de Paris. Ce sont des enjeux de démocratie qui sont majeurs. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse se poser la question d'une réforme du mode de scrutin. J'ai pas de sujet, mais qu'on le fasse en concertation avec les gens qui sont concernés, avec les maires d'arrondissement qui sont quand même en première ligne. Et surtout, on peut pas se poser une question avec un point de vue purement électoraliste sans se poser la question des compétences qui va derrière. Et c'est ça le problème. Ce projet, il a été fait à la va-vite, sans concertation, à 1 an des municipales. Je vous le dis, ça sonne comme une... Pardon, j'ai pas d'autres mots, mais c'est une magouille électorale du camp macroniste qui n'arrive pas à convaincre sur le fond, et alors qu'il y a des équilibres politiques dans la ville de Paris, les Républicains par exemple, je veux pas citer des partis politiques, mais il y a des tendances politiques qui sont inscrites, qui travaillent depuis des années, le Parti socialiste, et on a là des gens qui n'ont jamais été en responsabilité au niveau local et qui, comme n'arrivent pas à convaincre sur le fond, se disent que c'est en magouillant les scrutins qu'on va y arriver. Donc moi, je trouve ça regrettable. Ce n'est pas respectueux ni des élus, ni des Parisiens. Et donc voilà, sachez que je m'opposerai extrêmement fermement à cette proposition de réforme qui a été faite, je le redis, à la va-vite, de façon bâclée. Ce n'est pas respectueux de nos institutions. Chère madame, là vous avez fait fort. En vous écoutant, j'ai l'impression d'écouter monsieur Spinner. Monsieur Spinner, qui a exactement les mêmes arguments, qui dit un peu, pardonnez-moi, je vais être un peu frontal aussi, n'importe quoi, qui travestit la réalité, qui oublie d'ailleurs que le 31 décembre 1982, c'était Gaston Defferre qui était ministre de l'Intérieur, c'était son conseiller c'était un jeune conseiller qui s'appelait monsieur Thiriez, qui, à l'instigation de monsieur Georges Sarr, a voulu d'ailleurs aller plus loin puisqu'il a voulu découper Paris en 20 mairies d'arrondissement parfaitement autonomes. Et puis, Gaston Defferre, qui était maire de Marseille, qui n'avait pas envie que son challenger, Jean-Claude Gaudin, qui a d'ailleurs fait plus de voix que Gaston Defferre à Marseille en 1983, le batte, a dit « arrêtez le couteau ». Et s'est dit, bah non, on va créer des mairies d'arrondissement, parce que la loi de 75 qui était avant, il n'y avait pas de mairie d'arrondissement, il y avait des conseils d'arrondissement avec des maires, des officiers municipaux, enfin un maire administratif, des officiers municipaux qui faisaient office de maire adjoint, et puis des représentants des associations. C'était beaucoup plus centralisé. Donc on a créé effectivement moins de 3 mois avant le scrutin. Non mais attendez,
Et c'était le Parti socialiste qui tenait c'était un ministre socialiste. Donc vous me donnez des leçons de démocratie ce soir en parlant d'accords de couloir, de concertation, de trucs. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vos pères et vos grands-pères en politique ont fait il y a 45 ans maintenant, enfin 43 ans. Est-ce qu'on peut pas, 43 ans après, revoir un statut qui est un statut complètement dérogatoire au droit public, qui ne respecte pas le principe d'un électeur, un vote, puisque on élit dans chaque arrondissement avec une représentation qui n'est d'ailleurs absolument pas proportionnelle au nombre d'électeurs inscrits dans chaque secteur, d'autant plus que Madame Hidalgo, cadeau de sortie de Monsieur Hollande en 2016, a hérité d'un statut colossal, où d'ailleurs elle a écrasé sans concertation des 4 premières. Est-ce qu'on a consulté les habitants des 4 premiers arrondissements? 1, 2, 3, 4, quand on leur a dit on va vous supprimer vos mairies d'arrondissement et on va faire une piste d'atterrissage pour Madame Hidalgo, qui pensait être candidate en 2016. Ça, vous le saviez peut-être. Et manque de chance, Monsieur Macron est élu en 2017, on fait des sondages et on s'aperçoit que la piste d'atterrissage de Paris-Centre n'est plus aussi intéressante. Donc Madame Hidalgo, après s'être fait élire, tenter de se faire élire, tenter de remporter 2 scrutins dans le 15e arrondissement, va se faire élire dans le 11e arrondissement et devient effectivement maire de Paris en 2014. Il s'en est fallu d'ailleurs d'assez peu, 2,5 points dans le 14e et dans le 12e arrondissement. Donc, qu'il y ait une conjonction entre ceux et celles qui ne veulent rien changer, qui se recrutent à droite, à gauche, au centre, qui veulent effectivement que rien ne change pour que tout change, peut-être, pour reprendre une certaine formule, bah oui, bah vous nous en faites une démonstration ce soir. Après, vous êtes parlementaire, vous êtes opposé à ce texte, donc vous pourrez intervenir. C'est un texte amendable, c'est une proposition de loi. Elle va passer à l'Assemblée nationale rapidement. Vous pourrez l'amender. Après, ça va passer au Sénat où ça sera amendé. Ensuite, ça sera la commission mixte paritaire. Et puis, ça sera ensuite l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. On va pouvoir en parler. C'est pas. Alors, vous nous faites ce grand numéro je dirais, dans ce conseil d'arrondissement qui n'est absolument pas, qui ne peut pas agir sur cette loi. Après, qui est très intéressé. Moi, je suis pour le renforcement des maires d'arrondissement. Je demande depuis des années qu'on ait un avis conforme. Non mais attendez, Madame Hidalgo, elle m'impose un tournage débile sur la place Saint-Sulpice il y a 3 semaines en ne respectant pas la biodiversité du 6e arrondissement. On m'a passé dessus. J'ai émis un avis défavorable. J'ai un collaborateur dans la salle qui pourra le confirmer. Donc, je suis désolé, il y a un débat, ce débat va avoir lieu, vous n'êtes pas favorable, vous avez le droit de ne pas être favorable, mais moi j'y suis totalement favorable, je pense qu'effectivement il faut progresser, alors on verra quel est le résultat des courses, peut-être que ça ne sera pas voté, peut-être que le Conseil constitutionnel sera saisi, peut-être que le Conseil constitutionnel indiquera que certains articles ne sont plus valables, mais il faut que la démocratie ait lieu. Ou alors on peut traiter tout projet de loi. Effectivement, il y a des projets de loi qui plaisent pas, il y a des projets de loi qui... Mais c'est la démocratie. On peut discuter. Alors après, certains disent il faut une grande concertation. Ah oui, on peut effectivement faire une grande concertation, mais souvent les grandes concertations, c'est en réalité, c'est la velléité de certains de ne rien changer. Alors on appelle de ses voeux une grande concertation pour que rien ne change. Mais j'ai déjà été trop long. Je reviendrai sur les 2 autres points tout à l'heure, mais je donne la parole à ma collègue et amie, Madame de Comprignac. Merci, Monsieur le maire. Vous pouvez pas dire n'importe quoi, c'est pas possible. D'entendre que ça a été écrit sur un coin de table, sérieusement. Ça fait 4 ans que Sylvain Maillard y travaille, presque 3 que David Amiel est avec lui. Ils ont travaillé avec des conseillers d'État. Vous pouvez pas dire que c'est une idée de dernière minute comme ça. C'est le 2e ou 3e texte qui est déposé en la matière. Vous pouvez pas dire n'importe quoi. Moi, je sais pas, enfin, et autre n'importe quoi, un vague accord de dessous de table entre Dati et Bayrou, mais où est-ce que vous avez vu ça? Soi-disant sur la 2e, je vais être clair, sur la 2e circonscription de Paris, mais quand le Premier ministre a décidé d'appuyer sur le bouton on pour cette proposition de loi, qui n'avait jamais été portée politiquement jusque-là, les comptes de campagne du député Lossuc n'avaient même pas été rejetés. Donc, mais arrêtons, parce que la maire de Paris, qui dit ça sur une antenne nationale la semaine dernière,
Il faut être raisonnable quand même. Donc je veux bien qu'on arrête de dire n'importe quoi. Maintenant, un homme, une voix. Moi, je ne sais pas qui ça choque. Sincèrement. Moi, j'ai envie de pouvoir voter pour Jean-Pierre Lecoq dans le 6e, parce que c'est un bon maire d'arrondissement, c'est un excellent maire. Mais peut-être que j'ai envie de voter pour Emmanuel Grégoire au niveau de la mairie de Paris, ou David Béliard. Et ça doit être mon droit. C'est pas parce que je vote Jean-Pierre Lecoq que je dois pouvoir voter, que je dois voter obligatoirement derrière le tête de liste voilà. Un homme, une voix, c'est un principe universel, constitutionnel en France. Quand vous regardez les sondages sur Lyon et sur Marseille, il n'y en a pas sur Paris malheureusement. À Lyon, il y a 81% des Lyonnais qui souhaitent ce mode de scrutin. À Marseille, c'est 90%. Quand on regarde les tracts de campagne de messieurs Spizner, par exemple, qui demandaient en 2022 ce mode de scrutin. Moi, je l'ai fait mettre sur le tract de campagne de Gilles Legendre quand j'étais sa suppléante. Et je peux vous dire que chaque Parisien qu'on a croisé, à qui on en a parlé, nous a dit il serait temps de le faire quand même. Il y en a ras-le-bol. Voilà. Bon, donc je veux bien alors effectivement, comme le dit très bien Monsieur le maire, vous êtes à l'Assemblée, il y a des débats, c'est là pour ça. C'est une proposition de loi d'initiative parlementaire, pour ceux qui connaissent pas la différence. Il y aura un débat en commission des lois la semaine prochaine, en séance la semaine suivante. Très bien, ça passe, c'est super. On aura peut-être avancé d'un point de vue démocratique. Ça passe pas, et ben on restera au statu quo. L'étape d'après, ce sera de s'occuper des compétences des arrondissements. Et oui, mais à force de vouloir tout faire à la fois, le mode de scrutin, les compétences et la métropole du Grand Paris, il ne se passe rien depuis 7 ans. Donc là, on s'est dit, faisons les choses l'une après l'autre. On fait le mode de scrutin, on fait les compétences, et ensuite on fera la métropole. Voilà. Mais on peut ne pas être d'accord. Hein. C'est... Non, parce qu'on a des... Non, mais très rapidement, parce que j'ai deux autres réponses à vous faire, et moi j'avais normalement un autre programme derrière. D'accord, bien sûr, mais de toute façon on aura à nouveau le débat, mais c'était intéressant. Non, mais je prends le point. Vous savez, Monsieur le maire, bon, on n'est pas du même bord politique, mais je suis de près votre travail, et il y a une phrase que vous avez dit dans un des premiers conseils municipaux qu'on a fait ensemble, et que je n'ai jamais oublié, et que je reprends d'ailleurs parfois à mon compte. C'est cette fameuse phrase les arrondissements ne sont pas des communes de plein exercice. Et ça, j'ai jamais oublié. Et c'est important parce que quand j'entends Madame de Comprégnac nous expliquer qu'on fait d'abord le scrutin, ensuite les compétences, ensuite la métropole, si vous décorrélez la question du scrutin des compétences, je pense qu'on passe à côté du sujet. Donc cette proposition de loi d'initiative parlementaire, elle est potentiellement anticonstitutionnelle parce qu'elle contrevient à la libre administration potentiellement des mairies d'arrondissement. Nous sommes des services déconcentrés. Nous gérons des équipements municipaux. Nous engageons sur nos décisions la responsabilité juridique de la ville. Dans le mode de scrutin, et pourquoi je dis que c'est de briques et de broc, simplement je fais vite, parce que la version a changé 14 fois, si vous voulez. Là, on n'a même pas encore la version définitive du texte. On est sur des documents de travail qui sont modifiés d'une semaine sur l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis que les choses ne sont pas du tout arrêtées, et c'est pour ça que ça donne l'impression d'avoir été fait. Moi, je veux bien que M. Maillard ait travaillé dessus depuis 4 ans. En attendant, la version n'est pas finalisée. Donc nous, on nous change le texte à chaque fois. Le texte devait être étudié en commission, c'est la preuve, il a été déprogrammé. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils veulent faire à la va-vite et pas correctement. Vous avez parlé de 82, il y avait une logique de déconcentration derrière, et c'est de décentralisation. Et donc ça ne peut pas être décorrélé. Donc, je le dis, ce projet, il a été mal ficelé. Il n'y a aucune étude d'impact. Je ne sais même pas si c'est un atout électoral pour nous. Je ne sais même pas si c'est un atout électoral pour la gauche, et je vais vous dire, je ne veux même pas le savoir, parce que mon point n'est pas là. Mon point, il n'est même pas sur le fond. Mon point, il est sur la méthode. Et ça n'est pas possible. On peut pas. Il faut respecter nos institutions, Monsieur le maire. Sachez que vos collègues y étaient parfaitement opposés. Donc posez-vous les bonnes questions, y compris les maires de droite. Voilà. Je vous rassure, les maires de droite, ils sont sénateurs, ils veulent surtout garder leur siège de sénateur et leurs grands électeurs. Ça, je pense que vous l'avez compris. Après, nul n'est parfait. Et puis, il y a des grands détricoteurs. Il y a Monsieur Spinner, d'ailleurs, qui lui-même, ce matin, a détricoté hier en commission des lois un texte sur les mineurs. Et là, il a pris une position incroyable. Mais bon... Après, de certaines personnes, on peut tout attendre. Sur la Grande Chaumière, je vais pas être long. C'est pas un investisseur étranger, c'est un Français qui a travaillé, qui a fait des affaires en Russie.
Voilà, bien avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et il a une propriété en France, etc. Et on suit cette affaire avec beaucoup d'attention. On est en train de recueillir des éléments, et la situation n'est pas du tout aussi limpide que vous le dites. En réalité, il y a des associations et il y a des gens qui ont eu des activités récurrentes pendant des années dans l'Académie de la Grande Chaumière, dont les bâtiments sont excessivement en mauvais état, qui défient toutes les règles de sécurité. Donc maintenant, les travaux auraient démarré si le contentieux n'avait pas été purgé. Le contentieux est purgé maintenant, et le permis de construire est définitif. On devrait maintenant aller vers une période de travaux, et on aura ensuite, effectivement, on reposera la question, on ressaisira les services de la ville, puisque pendant les travaux, il y aura une période intérimaire. Et rappelez-vous que j'avais proposé à l'époque, d'ailleurs, j'en ai parlé à Christophe Girard, j'ai reposé la question à Karine Roland, il y aura peut-être à replacer, si c'est possible, des activités, si on peut les continuer, si certains professeurs veulent les continuer dans des conditions normales, si je puis dire, peut-être dans d'autres lieux. Est-ce que le 80 boulevard du Montparnasse, par exemple, atelier Beaux-Arts situé dans le 14e arrondissement à proximité, ne peut pas accueillir? On vous le dira. Moi, je souhaite la plus grande transparence sur ce dossier qui a effectivement tardé parce que tout est long et parce que la justice française est une justice qui est lente également dans beaucoup de domaines. Mais c'est un conflit privé qui était lié au fait que certains voulaient obtenir des indemnités d'une personne dont on savait par ailleurs qu'on attaquait sur ses activités à l'étranger, mais dont on espérait recevoir des subsides, je dirais, de la part des indemnités du fait de son départ. Vous savez, c'est la vérité, elle est quelquefois au milieu du gué, hein, dans beaucoup de domaines. Quant aux classes, effectivement, moi je suis d'accord, je défends effectivement l'enseignement public et j'ai d'ailleurs fait en sorte ces dernières années justement d'avoir des groupes scolaires cohérents, ce qui n'a pas été fait forcément dans l'est de Paris où vous avez des familles qui sont biberonnées à l'école de 5 classes et là effectivement quand on perd une décharge de direction, c'est embêtant, l'enseignant est tout de suite amené à retravailler. Après, il faut que les effectifs soient là. À partir du moment où les familles fuient Paris, à partir du moment où il y a 30 000 enfants en moins en quelques années, où on perd 2 ou 3 000 enfants par an, c'est, Madame la députée, plus de 100 écoles parisiennes qui pourraient fermer. 100 écoles parisiennes, qui seraient d'ailleurs reconverties, qui serviraient à d'autres choses. Je sors, par exemple, avec Iris Berthomier, Guillaume Godet, on a été visiter l'association, le foyer de la rue Monsieur-le-Prince. Ils cherchent des locaux, ils souhaitent effectivement, et Dieu sait, c'est une activité, c'est une association qui a une vocation véritablement sociale. Donc là encore, vous menez un combat conservateur, je dirais presque réactionnaire, puisque conserver des classes à Paris, à partir du moment où il n'y a plus d'élèves, vous savez ce qui se passe ? C'est qu'après, on enferme dans les territoires. Ça veut dire que dans une commune de 500 ou 1000 habitants, on va faire fermer la dernière classe. C'est vraiment, je dirais, particulièrement scandaleux. C'est particulièrement scandaleux. Les classes doivent rester à partir du moment où il y a des élèves. Et moi, je regrette, par exemple, qu'il y ait quelques années, je siège au CDN. Moi, je suis un des rares élus à siéger en permanence. Alors, je subis des heures de déclarations syndicales qui sont un peu lassantes, mais bon, j'y suis habitué. Mais ensuite, il faut être cohérent, si vous voulez. Il faut effectivement que Paris garde ses familles et que la mairie de Paris s'interroge sur la façon de conserver les familles à Paris. Et ensuite, il y aura des enfants dans les écoles. Et qu'on s'interroge également aussi sur peut-être d'autres raisons exogènes pour lesquelles les écoles publiques se vident. Et que les écoles privées qui participent au service public de l'éducation nationale, je ne parle pas des écoles hors contrat, ont tellement d'élèves. C'est un véritable problème, si vous voulez. Voilà, posons-nous les bonnes questions. Moi, je suis prêt à en débattre, effectivement. Et quant aux écoles, quant aux classes, effectivement, on va essayer. Je recevrai les parents d'élèves de l'école maternelle Littré. Je souhaite, effectivement, si on peut remonter l'effectif, on le remontera. On va essayer de voir s'il y a des sections internationales. On peut perdre une classe une année
et la récupérer l'année suivante. C'est pas impossible, mais après, je ne m'enchaînerai pas à la grille de Littré pour défendre une école dont malheureusement les effectifs ont perdu 20 effectifs depuis l'année dernière. C'est pas possible, sauf si le projet Cap Maternelle nous permet, mais là encore que la mairie de Paris nous aide. Depuis des années, les communautés scolaires du 6e arrondissement souhaitent qu'on abroge l'étape, qu'on revienne à la semaine de 4 jours. C'est d'ailleurs dans le procès-verbal du conseil de l'école maternelle Littré. Que là encore, la mairie de Paris soit cohérente. Et vous avez des directeurs, d'ailleurs, dont la décharge est mise en cause parce que la mairie de Paris n'a pas payé depuis des années les frais qui... Mais si, mais vous le savez très bien, on a tout mélangé. Donc maintenant, on est dans une très grande difficulté. Et là encore, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne, souhaite qu'on trouve un accord. Elle a donné un accord. Il y a un accord intérimaire, mais ensuite, la négociation est assez mal engagée. Moi, je suis pour que les directeurs d'école parisiens conservent leur décharge, mais là encore, on est en difficulté par rapport à ce qui se passe en province. Voilà, donc nous en reparlerons. Je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure soirée possible, même si elle a été écourtée, mais c'est le débat démocratique et nous y participons.